Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Islem Testouri, j'ai 18 ans et je viens de la ville de Vaux-en-Velin. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la violence faite aux enfants, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car j'en ai été victime dans le passé. Pour commencer, j'aimerais rappeler quel est précisément mon sujet. La violence infantile s'étend sur toutes les formes de mauvais traitements, physiques, psychologiques, de sévices sexuels, de traitements négligents entraînant un préjudice réel ou potentiel pour le développement de l'enfant, ou bien même sa survie. Sachez qu'en France, selon l'UNICEF et l'ONPE, 50 000 enfants et adolescents sont victimes de maltraitance chaque année. Dans notre pays, un enfant meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents. Ces chiffres-là ont été établis avant la crise du Covid-19, qui, comme vous le savez tous, a entraîné la fermeture des écoles, ainsi que l'isolement total, ce qui a mis un grand nombre d'enfants en danger. La Fondation Action Enfance nous a partagé les chiffres des cas préoccupants adressés par le 119, le numéro d'urgence dédié aux enfants en danger, qui ont augmenté de 30,4%. Des signalements qui, d'ailleurs, proviennent rarement des victimes de violences qui n'osent pas dénoncer ce qu'elles vivent ou ne sont que trop peu informées des services mis à leur disposition. Cette hausse flagrante de violence m'a amenée à m'interroger. Premièrement, pourquoi certains parents banalisent-ils tant la violence? Les professionnels, personnels des services sociaux, thérapeutes et autres, maintiennent l'hypothèse de la reproduction de la violence. Par exemple, la dissociation, autrement dit, la déconnexion émotionnelle. On sait que, excusez-moi. Tu parlais de la dissociation, de la déconnexion. On sait que quand on grandit dans un schéma de violence, le cerveau active son mécanisme de survie. La déconnexion émotionnelle permet aux victimes de violence de se détacher de la violence, ce qui pourrait faire naître un certain déni et les laisser croire que ça ne les a pas traumatisés. Or, c'est quand la violence est insoutenable que la dissociation se produit. Deuxièmement, pourquoi les enfants victimes ne dénoncent pratiquement jamais les violences qu'ils subissent? À l'évidence, une des raisons qui pousserait une personne à garder le silence est la peur. Peur d'être punie. Peur de faire du mal aux personnes maltraitantes ou à la fratrie. Peur d'être éloigné de sa famille. Tout simplement la peur des représailles. Les enfants ont conscience qu'une révélation susciterait une crise familiale majeure, ce qui les amènerait à un sentiment de culpabilité, ce qui parfois peut même provenir de la pression menaçante des parents maltraitants. Mon ressenti face à tout ça se résume finalement à des besoins. Le besoin d'amener les parents, ainsi que les enfants, vers un état de conscience, de reconnaissance et de compréhension. Puis, le besoin de rassembler avant de vouloir séparer. Pour cela, il est primordial de renforcer la prévention, en commençant par exemple par la conception d'un livret qui contiendrait de la sensibilisation sur les conséquences de la violence infantile. L'objectif est d'illustrer différents types de situations familiales, comme justement les parents ayant subi des violences plus jeunes, amenés à reproduire le même schéma, suivi d'analyses, de conseils, de contacts de soutien psychologique, afin de privilégier l'écoute et la bienveillance. Ce livret serait distribué en main propre aux parents à la sortie des écoles. Par la suite, avec l'aide des écoles, apporter un cadre favorisant le dialogue avec les enfants sur la maltraitance afin qu'ils réalisent la normalité de celle-ci. La sensibilisation des parents est importante, mais celle des enfants l'est d'autant plus. Le but étant d'aider les enfants à parler plus facilement de ce qu'ils peuvent vivre et ressentir afin de pouvoir agir au mieux. Et pour terminer,
améliorer le système de suivi des dossiers des enfants signalés comme victimes de violences, renforcer les pôles d'écoute, les aides psychologiques avant d'en arriver à la sanction et mettre en place un système d'avertissement et de suivi. Merci pour votre écoute. Merci Slem, merci beaucoup. On a tous compris pourquoi tu as choisi ce sujet, mais on a évidemment envie de te demander comment, si c'est bien le cas, tu as pu, toi, enfant, sortir de cette violence que tu as subie. Alors oui, j'en suis sortie parce que je ne vis plus avec mes parents. Tu es partie à quel âge de chez tes parents? À 18 ans. Et tu as une structure pour t'accueillir. Comment tu as fait à 18 ans? C'est très jeune. Mon frère m'a hébergée. D'accord. Et donc tu es toujours chez ton frère actuellement? C'est ça. D'accord. Juste dernière question. Qu'est-ce qui aurait pu, à ton avis, te sortir de cette situation plus jeune? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Alors non, j'ai pas demandé de l'aide. Comme je l'ai expliqué, il y a une peur, un sentiment de culpabilité souvent. Il y a déjà eu des assistantes sociales qui ont eu un peu, je pense, la puce à l'oreille. Mais mes parents étaient toujours là pour parler à ma place, premièrement. Et puis même, souvent, c'était un peu des menaces dans le sens où, oui, faut pas en parler, si t'en parles. Enfin, voilà, beaucoup de menaces. Et donc, non, j'ai jamais demandé de l'aide. À l'école, pour ton cas personnel, personne n'a jamais rien vu. Parce que moi, ça m'épate toujours, ça. Parce que moi, j'anime des ateliers de théâtre dans les écoles. Moi, je fais un atelier une fois par semaine. Je suis capable de voir que le gamin, il y a un truc. Et ça me paraît énorme qu'en plus, jusqu'à 18 ans, qu'il n'y ait personne qui est observé à un moment donné. Non, jamais personne. Alors, j'avais énormément d'absences. Mais c'était vraiment la seule chose, en fait, je pense, qui aurait pu leur donner la puce à l'oreille. Mais sinon, il n'y avait rien. Jamais personne n'a remarqué. Et puis même quand j'allais à l'école, j'étais absente, j'étais pas concentrée. Donc, voilà, mais non, jamais personne n'a remarqué. Très très forte, t'es belle comme tout. Merci beaucoup. Et par contre, je te parle de ma situation. Hein. Si un jour, parce que tu sais, quand tu as été très violentée dans ton enfance, surtout n'hésite pas à aller voir quelqu'un pour te soigner si tu sens que tu vas mal dans ta tête. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de honte à se faire soigner. Merci beaucoup. Moi, je voulais également te remercier pour ton témoignage, parce que dire aussi qu'on a été victime, c'est jamais forcément très simple. Et on dit souvent que c'est un sacrifice pour les victimes, et je trouve que tu l'as vraiment très bien fait, et c'est important de le faire. Et ça sert à la cause de tous les enfants. C'est tout le sens des actions qui sont menées aujourd'hui. Et te dire aussi qu'on est nombreux dans ce cas-là. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui, d'ailleurs, qui se regroupent à Paris, aujourd'hui même, d'ailleurs, pour au bout d'un moment que ça cesse, et qu'on ait des réponses pénales aussi fortes sur ces questions-là, puisque finalement... beaucoup voient et finalement peu agissent encore aujourd'hui par rapport à ça. Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup de paroles libérées, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce soit l'action qui se libère, il faut que ce soit l'écoute pour réellement protéger l'ensemble. Tu as dit différentes choses qui me semblaient tout à fait intéressantes sur la question du livret. Moi, je rebondis un peu sur les propositions, c'était un peu l'enjeu. Je trouve que c'est une bonne idée. Il y a aussi il y a même des idées qui émanent de certaines associations comme les nôtres, mais bien d'autres, qui demandent que ce type de sensibilisation apparaisse dans le carnet de santé, en se disant que le carnet de santé qui est remis à chaque parent, finalement, c'est aussi l'endroit où on peut très bien faire ce type de sensibilisation en venant rappeler effectivement qu'un enfant, il est interdit de taper un enfant, etc. Bref, un tas de choses, et surtout mettre des numéros utiles, comme le 119 d'ailleurs qui apparaissait tout à l'heure, qui est un numéro extrêmement important à rappeler. Tu as dit également des choses qui sont très importante, à mon sens, sur la question de la dissociation traumatique que j'ai pu moi-même connaître. C'est vrai que c'est quelque chose qui est inouï quand on a été victime, comme toi, comme moi, de violences inouïes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou autres, et c'est ce qui nous permet de survivre. Donc c'est important, mais c'est ce qui fait qu'on peut culpabiliser aussi par moments. C'est ce qui nous permet en fait de pas tomber en dépression, quoi. Exactement. On met les choses de côté, on se dit faut juste vivre et accepter et continuer la vie, quoi. Exactement. Et ça, c'est un combat qui nous tient à cœur. C'est aussi tout le combat de l'amnésie traumatique qu'on fait. On demande, nous, qu'il y ait une reconnaissance de l'amnésie traumatique en tant que telle, parce qu'on sait bien, c'est ce qui fait aussi que, par moments, certaines victimes mettent du temps aussi à parler. J'ai moi-même été victime, par exemple, j'ai mis 15 ans, j'ai fait une passe de 15 ans d'amnésie traumatique, et pourtant, les auteurs des viols qui ont été commis sur moi ont bien reconnu les faits, et pourtant, c'est bien 15 ans après que je m'en suis souvenu, pour dire que, forcément, il fallait, au bout d'un moment, que ce soit enfoui
pour pouvoir vivre et survivre surtout à cette phase qui était d'une violence inouïe. Et j'en suis pas sorti indemne, et c'est important quand même de le rappeler. Cette question des violences aujourd'hui, c'est des questions aussi de santé publique. J'ai moi-même des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires assez importants, et qui sont directement liés au fait d'une maltraitance infantile que j'ai connue. Et ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je trouve que vraiment le témoignage que tu fais aujourd'hui, c'est un témoignage fort, et ça fait partie des enjeux de préoccupation. On souhaiterait, si je peux dire les choses comme ça, que ce soit un peu plus dans le débat politique aujourd'hui, au niveau de la campagne d'ailleurs électorale. C'est vraiment quelque chose qui nous semble essentiel, et je fais partie des personnes d'ailleurs qui rencontrent l'ensemble des candidats à la présidentielle. On a rencontré Valérie Pécresse récemment sur ces questions-là, pour savoir aussi quels sont leurs programmes par rapport à ces violences. Si on se bat aujourd'hui, en tout cas, on est motivé, on est nombreux, en France, dom-tom, etc., parce qu'on n'oublie pas, bien entendu, les territoires d'outre-mer, pour être en capacité aussi de pouvoir avancer. Voilà. Bon, d'abord, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Je vais parler après vous, mais je vais avoir l'air ridicule, parce que franchement, avec ce que vous avez vécu, quand on entend ces derniers temps le mot résilience à tout bout de champ, vous êtes vraiment la résilience, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est sortir de quelque chose et arriver à dépasser ça. Et quand je t'entendais prendre la parole tout à l'heure, c'est pas parce que je fais ça comme métier, mais deviens avocate, ou tu as une capacité à convaincre et à aller chercher les gens. Et je pense que cette force que tu as en toi et ce que tu as réussi à faire, il faut que tu puisses en faire profiter les autres. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, parlais tout à l'heure des réponses politiques à apporter, et je suis là au titre d'une candidate à la présidence dont vous avez parlé. Ça sera jamais grand-chose par rapport à ce que vous avez vécu, en fait. Mais en revanche, le rôle du politique, c'est de prendre à bras-le-corps ces sujets-là pour apporter des solutions. Très souvent, on se posait la question de savoir est-ce que finalement, il n'y a pas une rupture de l'égalité si on crée des juridictions spécialisées pour ces sujets-là. Notamment, il y a eu des débats, et aujourd'hui c'est encore le cas. Je citerai personne, mais dans un débat récent, un des candidats à la présidence de la République considérait que le fait de créer une juridiction spécialisée pour les femmes qui étaient victimes de violences sexuelles serait une inégalité pour les hommes. Vous imaginez dans quel délire on est et ce contre quoi on doit se battre. Voilà. Et moi je pense, et c'est le cas aussi de ma candidate que je présente aujourd'hui, c'est que dans ce cadre-là, il n'est pas normal. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir affaire à la justice ou à la police dans ce cadre-là, qu'il n'y ait pas de juridiction spécialisée. Par ailleurs, je suis avocat, et la semaine dernière, j'avais encore un cas. On a mis 1 an et demi pour sortir une gamine d'une famille près de Rouen qui subissait des sévices puisqu'on lui faisait boire à 8-9 ans de l'alcool. Voilà. On a mis 1 an et demi pour la sortir. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas cette juridiction spécialisée. Et pourtant, vous allez en Espagne, en 72 heures, si vous êtes dans un commissariat ou devant un tribunal, vous avez une réponse qui est apportée. Alors je ne sais pas, on est le pays des droits de l'homme. D'ailleurs, merci vraiment à la LICRA pour le travail incroyable et à Zora d'avoir organisé ça. On est le pays qui s'enorgueillit de ça, et on n'est pas foutu de créer une juridiction spécialisée pour des enfants et pour les femmes qui subissent ça. Donc si les politiques s'en emparent, la réponse c'est si, mais qu'on soit encore en train de débattre sur le principe même qu'on puisse faire ça avec d'autres, c'est ça qui me scandalise. Et là-dessus, je pense que, au-delà des différents candidats qu'on pourra soutenir, etc., si on n'arrive pas à trouver des consensus là-dessus, ça ne sert à rien. Certains qui veulent flatter des penchants de certains hommes dans leur rapport aux femmes, etc., qu'ils le fassent et qu'ils fassent leur truc, mais pas au détriment de ceux qui ont besoin d'avoir des réponses urgentes, comme ça a été votre cas. Donc voilà, je voulais répondre à ça parce que, et avec ce préambule, de dire que vraiment, je trouve que ce qu'on dira après vous, c'est ridicule, parce qu'on ne subit pas du tout ça, mais le ridicule n'empêche pas de vous apporter des réponses politiques. Et la politique, c'est aussi le fait de prendre à bras le corps des sujets qui sont sensibles comme les vôtres. Et merci à vous d'avoir témoigné et bravo pour votre courage. Je voudrais juste vous donner une petite précision, c'est qu'à l'organisation de ce débat, nous avons contacté la totalité des candidats à la présidentielle. Et s'il y a un représentant de Valérie Pécresse aujourd'hui, c'est parce que c'est la seule candidate qui nous a répondu. Voilà, qu'on n'a pas choisi, on a appelé tout le monde, on a même relancé, on a presque même harcelé, et on a
uniquement Valérie Pécresse qui nous a envoyé Jonas Haddad pour la représenter aujourd'hui. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Merci Zora. Je passe la parole maintenant à Caroline Elkoubi qui voulait dire un petit mot. Et après Victoire d'Auxerre. Je voulais revenir sur la force du témoignage, effectivement, et te féliciter et te dire à quel point je suis admirative de ton courage et ta force, parce que moi, comme toi, Arnaud, je te rejoins. J'ai mis beaucoup plus de temps et d'années de psychothérapie pour avoir la force d'en arriver là et à ta maturité émotionnelle. Et quand tu parlais de honte et voilà de pouvoir effectivement libérer la parole, tu peux être garanti que toi, tu as la force en toi de libérer la parole. Et si tu libères ce poids en toi d'aujourd'hui, tu peux libérer aussi énormément d'autres personnes. Parce que pour plein de personnes, de se dire ah, je peux avoir un modèle et quelqu'un qui a la force d'en parler et n'a pas honte de son histoire, c'est essentiel pour d'autres personnes de pouvoir en fait s'identifier. Donc c'est une grande force à porter pour plein d'autres et une énorme aide. Merci beaucoup. Caroline Elkoubi, je suis avocat, par ailleurs à la LICRA, mais également j'ai une activité professionnelle d'avocat, notamment spécialisée en droit de la famille. Évidemment la sensibilisation, évidemment la prévention, mais la pénalisation aussi. Donc je me demandais, parce que tu n'as pas évoqué la question de la sanction et la question de la plainte pénale. Et je ne sais pas si tu as porté plainte, mais je voulais savoir si, ça c'est pour mon information, parce que je suis des victimes et je suis des parents également, évidemment que ça doit être extrêmement difficile de porter plainte contre ses parents, et on imagine évidemment le problème. Mais moi, en tant qu'avocat, je pense que la sanction, elle doit passer. Enfin, c'est impossible que des parents qui ont été violents avec leurs enfants ne soient pas condamnés, sanctionnés. Ça ne va pas nécessairement dire qu'ils iront en prison, mais il faut que la justice passe et il faut que tu saches que tu n'es pas responsable du fait qu'ils seront condamnés, parce que c'est leur responsabilité d'avoir été violents avec toi. Alors, moi, comme je l'ai expliqué, je pense que selon les cas, parfois c'est rattrapable, parce que je sais que être éloigné de sa famille, c'est extrêmement compliqué de ne plus être avec elle. Et souvent, comme j'ai expliqué, il y a une reproduction de schéma de violence. Si les parents étaient accompagnés avec les enfants, selon les cas, je le précise parce que des fois c'est extrêmement grave et on peut rien y faire et il faut qu'il y ait une sanction. Mais je pense qu'il faudrait faire une échelle où on pourrait placer justement cas par cas selon les gravités. Donc oui, il faut qu'il y ait quand même des sanctions, mais parfois je pense qu'on peut quand même essayer de rattraper certaines choses, parce que des fois, il y a des parents qui ont aussi des séquelles psychologiques à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu de la violence psychologique dans leur enfance. Voilà.